signale aussi à nos auditeurs que nous avons comme invité aujourd'hui le docteur Etienne Faraba Sissoko, qui est économiste et qui est professeur d'université et chercheur au Cap Mali, qui doit venir ici sur le plateau pour parler avec nous de l'économie malienne, du chômage, du chômage des jeunes. Donc très rapidement, on va essayer de boucler l'intervention du chef de l'État, sa rencontre avec l'opposition. C'est pour cela que je vous demande d'être bref. Donc allez-y, Kassoumia. Je comprends très bien, mais je dis encore une fois, ce sont des questions légitimes que les Maliens se posent depuis très longtemps. On n'a pas attendu. Le parrainat ne fait que confirmer les mêmes questions que nous, on se posait depuis très longtemps. Sur cette même radio, nous avons posé ces questions-là. Quand nous, on avait parlé de l'avion présidentiel, quand on avait parlé du contrat d'armement, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, Youssouf, à l'époque, les gens ont dit que nous, on colporte des rumeurs, que nous sommes soi-disant une radio d'opposition. On a invité beaucoup de membres du parti présidentiel pour qu'ils viennent s'exprimer, mais ils ont fui. Ça, c'est la vérité, oui ou non? C'est vrai. On parle de ça depuis plusieurs mois. Nous avons parlé de ça pendant très longtemps. On n'a pas attendu. Donc maintenant que l'opposition confirme ce que nous avons dit, et c'est pas que l'opposition, parce qu'il faut rappeler une chose. Les Maliens ne se rendent pas compte de quelque chose de très grave. Au jour d'aujourd'hui, la Cour suprême confirme. Le bureau du vérificateur général confirme. Mais ce sont des organismes de l'État malien, c'est pas nous. C'est même pas l'opposition. Si eux, ils confirment tout ça, et qu'il n'y a pas de suite judiciaire à tout ça, on a un problème. Mais M. Doumbia, il y aura une suite judiciaire, parce que le président nous l'a confirmé lors de son intervention. Mais c'est même pas qu'il y aura. Moi, je vais vous dire une chose, c'est inévitable. Si jamais le Mali se permet d'enterrer toute cette situation-là et de faire comme si cela va passer comme une lettre à la poste, c'est une erreur grave. Le régime d'Ibeka doit absolument traiter cela. Les Maliens, je vais vous dire une chose, et on le sait tous les Maliens sont à fleur de peau aujourd'hui parce que tout le monde sait très bien qu'il y a eu spoliation, il y a eu vol du Mali. On nous a volé. Tant qu'il n'y a pas de voleurs qui passent devant la justice, ça ne passera pas. Alors maintenant... Monsieur Doumbia, et le président Ibeka a dit qu'il ne serait pas une bande de brigands qui est venue diriger le Mali et qu'il n'y a pas de voleurs ou des brigands à la tête du Mali. Bon, monsieur Doumbia... nous on pense le contraire maintenant. Je ne sais pas... Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas être président d'un pays, dire qu'il y a 30 milliards de détournements sur un contrat de 69 milliards et puis dire que vous êtes blanc comme neige. Ça n'a aucun sens. Vous êtes responsable. Même si vous n'êtes pas coupable, vous êtes responsable. Ibeka est parfaitement responsable de ça. Même s'il n'est pas coupable, je dis bien. La culpabilité, c'est la justice qui peut la définir. C'est très grave. Mais c'est grave. Le dernier scandale en date, je vais vous le dire, et ça m'a plutôt fait sourire. C'est l'annulation de Miss ORTM. Mais c'est la chose la plus stupide au monde. On annule Miss ORTM, alors que le même jour, je vous le dis bien, vendredi, le même jour, il y a eu Miss Monde musulmane. En Indonésie, c'est une Tunisienne qui a gagné. Mais c'est stupide. Mais tout le monde a vu les photos de gens qui ont manifesté devant le ORTM. Ça existe. Un gouvernement sérieux, qui a des problèmes sérieux, n'a pas à se mêler de ce genre de choses. Monsieur Doumbia, le ministre Camara a bien précisé que ce n'est pas à cause des religieux que l'élection Miss ORTM a été reportée. Il l'a dit. Bien sûr, il peut dire tout ce qu'il veut, mais tant qu'il n'a pas donné les vraies raisons. C'est trop facile ce que le ministre Camara raconte. Il n'a jamais donné les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est quoi? Non, il a donné les raisons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, compte tenu de la situation actuelle du pays, compte tenu des problèmes que le Mali traverse, compte tenu de la situation qui prévaut au nord du Mali, et qu'il ne serait pas bien de véhiculer une telle image du Mali, et que donc, il fallait surseoir sur l'élection Miss ORTM. Bon. Mais il n'a rien dit d'intelligent. Dans le même pays, dans la même semaine, il y avait un match de football Mali-Algérie, non? Oui ou non? Mais en plus de n'avoir rien dit d'intelligent et de mentir au peuple, c'est que la Miss ORTM qui devait se passer, je crois que c'est au mois de décembre, c'est juste la finale des Miss ORTM qui sont passées dans les régions. Je crois qu'à part Kidal, il y a eu une élection Miss dans toutes les régions. Et ce sont ces dernières-là qui devaient conquérir à Bamako pour vous jouer la finale. Donc si au niveau des régions déjà, il y a eu Miss régionale, la Miss Bamako, ça doit être on devait l'organiser pour clôturer. Ou pour être en cohérence avec ce qu'ils disent, ils devaient interdire ces Miss-là depuis au niveau des régions. S'il n'y avait pas eu de Miss régionale, bon là on a dit peut-être qu'il y avait eu cohérence dans ce qu'ils disent. Vu que la situation sécuritaire ici, c'est là, bon, on allait les croire un tout petit peu. Mais laisser organiser l'élection Miss régionale
Au niveau des régions et au niveau de la capitale, on dit non, on peut pas faire la finale parce qu'il y a un problème sécuritaire par-ci par-là. C'est des conneries, il faut arrêter. Mais oui, c'est des histoires, c'est des conneries et personne n'y croit. Donc les amis, pour terminer avec ce sujet-là, moi, ma remarque, elle est la suivante. Moi, je pense qu'il faut quand même dire la vérité aux gens. Il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. Personne n'ignore qu'au Mali, il y a eu des conférences, il y a eu des interventions sur les radios, et que certains seraient contre le fait que Miss ORTM soit organisée parce que cela irait à l'encontre de la dépravation des mœurs. Et que Mali, c'est la Medjamana mais je dis que j'ai une réponse à ceux-là. Je leur dis, il y a eu Miss Monde musulmane vendredi dernier. Mais Miss Monde musulman, elle était ça, mais M. Doumia, nous, mais il y a eu ça vendredi dernier. C'est pour leur dire que c'est, en fait, c'est un folklore. Nous, ça nous a un Miss Monde, il est tout, non. C'est-à-dire que, non, mais ça, s'il vous plaît, les amis. Mais c'est de la diversion. Et tous les Maliens ont fonctionné là-dedans. Tout le monde, j'ai vu vendredi, les gens ne commentaient que ça. Mais c'est de la pure diversion. Quand un gouvernement n'a pas la capacité de régler les vrais problèmes. Donc moi, je suis tombé dans la diversion, hein. Je suis tombé dans la diversion. Mais bien sûr que tu es tombé en plein dedans. Parce que quand on n'a pas les moyens de régler les vrais problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On se détourne vers des faux problèmes. Miss ORTM, moi je n'ai jamais regardé Miss ORTM de ma vie. Kaz, on peut bien écouter Youssouf. Moi, je crois que je suis un peu sur la même ligne que lui. Ça peut ressembler à de la diversion, mais en fait, c'est pas de la diversion. Moi, je crois qu'il faut le prendre comme un sérieux problème. L'histoire de dépravation de mœurs et autres dont on parle, c'est du pipeau. Il faut se faire un tour à la CI 2000 pour voir si au Mali, ceux qui n'ont pas de dépravation de mœurs doivent nous en parler. Et la laïcité, on l'a mis où dans tout ça, malheureusement? Quand on a un président qui doit à chaque fois à Charles, c'est bien de faire référence à Dieu, c'est bien de prier. Oui, c'est bien, nous sommes des musulmans, on a la foi. Mais on est dans une république laïque où la religion doit rejoindre l'intime. C'est la vie privée de l'individu. Donc, je vous renvoie pour cela. Mais on vous rendre ça pour ça la scène publique par des autorités qui doivent incarner. La République, la Constitution malienne, il faut tomber. Et je crois que c'est de ce dont il voulait parler tout à l'heure. Exactement, Abdoulaye. Je pense que tu m'as compris. Donc, je vais essayer d'aller plus loin et très rapidement pour prendre notre invité en ligne. Donc, je rappelle à tous les auditeurs que vous êtes sur le plateau d'Africa et que vous écoutez Africa en direct sur la radio CNR FM depuis Bamako. Nous saluons tous nos auditeurs à travers Londres, à travers Paris, les États-Unis, Baltimore, Washington, D.C., un peu partout. Et nous rappelons à tout le monde que Africain, c'est l'émission des Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en parlant de Youssouf Mangara, en compagnie des chroniqueurs Abdoulaye Koulibaly depuis Bordeaux et M. Kassim Doumbia depuis le Canada. Donc, pour continuer avec mon argumentation, qu'est-ce que je disais? C'est-à-dire que ni Slamé ou fait, leader religieux ou fait, Missiko Katabla, c'est bien. Parce que comme nous dénudé et que ce n'est pas bien, dépravation de merci de dos. Mais moi, je vais les demander d'aller encore plus loin. Parce que nous, Matayorodjan, s'ils ne partent pas plus loin, à mon avis, ce serait un peu comme de l'hypocrisie. Parce que, comme l'a dit Abdoulaye, est-ce qu'il y a un quartier à Bamako où il n'y a pas les chambres de passe? Est-ce qu'il y a un quartier à Bamako où les Chinois ne se sont pas imposés de plein pied en ouvrant des chambres de passe? Est-ce que moi Mounoumbe tam misir là, excusez-moi du peu, hein, Mounoumbe tam misir là, kata seli ka wuli ka mangani fauji, est-ce que ou chama abonné dans tes chambres de passe na? Est-ce que Bamako quartier B no barso te yoromna? Est-ce que Bamako chez nous, je ne dis pas tous les jeunes, mais est-ce que beaucoup de jeunes ne passent pas leur temps à boire de l'alcool, à se droguer? Est-ce que l'adultère, la fornication, comment dirais-je, n'est pas monnaie courante au Mali? Est-ce que, je ne sais pas moi, les jeunes filles, les vieux ne sont pas inconscients au Mali? Excusez-moi, moi, franchement, cette histoire m'a fait trop mal, parce qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. S'ils veulent lutter contre la dépravation des mœurs, il faut qu'ils prennent les taureaux, les taureaux par leurs cornes. Parce que finalement même Mali là, à Tegafort, donc Dibina Oula Fokafokuba en fumé ni Missou Kumae, Missou ORTM, mais Missou ORTM ni Janaya, tu m'as les gars, Missou ORTM ni Glomi, tu m'as les gars, Missou ORTM ani Bardaele, Missou ORTM ani Droguta, Missou ORTM ani Boiti, ani Boit Latrala, Missou ORTM ani Galontigé, Nyengoya, Hashiria, Angadou Konala, tu m'as les gars, donc franchement, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Franchement, il faut qu'on se respecte. Comme l'a dit Kazoumia, c'est de la diversion, mais il faut quand même en parler. Chers invités, nous avons en ligne avec nous le docteur Étienne Fagaba Sissoko,
qui est professeur d'université et chercheur au Cap Mali. Ok, donc docteur, comme on n'a pas beaucoup de temps, on est vraiment désolé, on vous a pris un peu en retard. On va aller dans le vif du sujet très rapidement. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois, nous espérons que ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Donc nous rappelons aussi à nos auditeurs que le docteur Etienne Sissoko intervient régulièrement dans le débat du dimanche sur Africable. Donc docteur, nous savons que l'économie du Mali reste dominée par le secteur agricole. Le secteur agricole, voilà, le secteur secondaire qui est l'industrie est très peu développé. Donc alors moi la question que je vous pose, pourquoi avec une population majoritairement rurale, nos dirigeants depuis des années n'ont pas développé le secteur agricole? Selon vous, que faudrait-il faire pour que le secteur agricole puisse se développer et bénéficier à toute la nation? Alors, votre question est assez pertinente, mais ce que je voudrais dire, c'est que le secteur agricole, contrairement à la politique très répandue, représente aujourd'hui plus de 50% du PIB de notre pays. Mais cela dit, ce que nous produisons en général, ce sont des matières premières qui ne sont pas aujourd'hui en mesure de créer des valeurs ajoutées suffisantes pour pouvoir impulser une dynamique de développement. Donc, ce qu'il aurait fallu faire pour accompagner cette agriculture, c'est d'aller vers l'industrialisation. Doter notre pays de capacité à transformer les matières premières que nous produisons de façon à produire suffisamment de valeur ajoutée. Mais cela dit, quand vous regardez les produits sur lesquels nous excellons le plus souvent, c'est le coton, c'est le domaine des cultures vivrières comme l'arachide, le maïs, le mil, qui aujourd'hui ne permettent pas dans la situation actuelle de profiter largement aux populations. Et malheureusement, les exportations que nous voyons aussi font que nous n'avons pas la possibilité d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Or, c'est l'autosuffisance alimentaire qu'il faut d'abord atteindre avant de penser à l'exportation. Mais puisque les producteurs, de façon générale, ont la possibilité de vendre mieux ailleurs, ils le font, ils font l'exportation malheureusement de produits au détriment d'une consommation locale qui aurait pu être beaucoup plus avantageuse. D'accord, merci beaucoup, docteur. Et vous me tendez la perche, je vais aller plus loin. D'après les études d'experts, l'Office du Niger pourrait, s'il est bien exploité, nourrir tout le Mali et aller même au-delà et toute la sous-région. Alors concrètement, qu'est-ce qui manque au pouvoir public au jour d'aujourd'hui pour accroître la production des céréales, connaissant l'énorme potentialité de l'Office du Niger? D'abord, il y a une volonté politique qui manifestement manque énormément. Parce que aujourd'hui, tout est mis en œuvre, vous l'avez renseigné, dans l'Office du Niger pour permettre à l'Office du Niger d'être, comme son nom l'indique, le bassin de l'Afrique de l'Ouest. Le réservoir qui nous permettrait aujourd'hui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les agriculteurs, la plupart de ces agriculteurs travaillent encore avec les moyens rudimentaires malheureusement. La houe, la tabac, très peu parmi eux arrivent aujourd'hui à labourer avec la charrue ou avec un tracteur. Quand vous regardez les derniers chiffres de l'office, vous remarquerez que l'accès à l'eau des agriculteurs en Afrique du Niger est un énorme problème. Le nombre également d'agriculteurs ayant accès aux tracteurs est infime. Donc tout ce fait aujourd'hui une formation qui aurait dû être mise en place pour accompagner les agriculteurs, pour faire que l'agriculture est un domaine de prédilection du Mali. Ce mécanisme-là n'est pas encore mis en place. Donc c'est un manque de vision de façon générale de l'État malheureusement, un manque de politique d'ensemble qui aurait pu concourir justement à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est tout le processus en réalité qu'il faut revoir. D'abord partir de la formation des agriculteurs. Donc cela suppose mettre dans nos écoles, dans nos grandes écoles, des filières qui poussent les gens à aller vers ce secteur, à aller vers l'agriculture, Donc mettre en place des domaines, des filières qui encouragent cela. Deuxième chose, ça c'est au niveau de l'accompagnement même de l'État. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a très peu de subventions accordées aux agriculteurs.
formation en matière d'engrais, en matière d'intrants agricoles de façon générale est presque inexistante. Donc ça, c'est un autre problème. Troisième problème du moins, l'accès à l'eau également, qui reste un problème crucial. Et autre chose, ça, ce sont les mécanismes, les équipements utilisés par les agriculteurs qui sont aujourd'hui dépassés face à la concurrence, face au phénomène de mondialisation que nous sommes en train de connaître. D'accord, merci beaucoup, docteur Etienne. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions qui sont très pertinentes pour les Maliens que nous sommes. Donc, les politiques d'ajustement structurel, à votre avis, sont-elles, oui ou non, bénéfiques à des pays comme le Mali? Aujourd'hui, ces politiques d'ajustement structurel sont en partie responsables du chaos économique dans lequel nous sommes. Parce que qu'est-ce que ces politiques-là? C'est en réalité des politiques d'austérité. Des politiques qui aujourd'hui imposent à l'État central de réduire les dépenses budgétaires, de laisser le secteur privé, de laisser l'initiative du développement économique au secteur privé, malheureusement. Or, aujourd'hui, des secteurs comme l'éducation, des secteurs comme la santé, des secteurs aujourd'hui qui sont vitaux pour notre économie sont laissés au compte du privé. Ce qui rend véritablement notre économie dépendante du secteur privé qui aujourd'hui n'est pas à mesure de supporter véritablement le développement économique parce que les conditions, encore une fois de plus, ne sont pas réunies. Donc c'est pourquoi dans les recherches que nous avons menées au sein du centre de recherche d'analyse politique et économique, nous avons dit qu'il y a lieu aujourd'hui, au regard de l'expérience, de la longue expérience que nous avons eue avec ces partenaires techniques et financiers qui nous ont imposé ces réformes-là, qui nous ont imposé ces programmes d'ajustement structurel, de réfléchir à comment est-ce que l'Afrique de façon générale, comment les pays africains de façon générale peuvent se prendre à charge, peuvent être responsables de leur politique économique et être responsables également du financement qu'ils doivent chercher pour accomplir ces politiques économiques et surtout du suivi qui doit être fait au niveau de ces politiques économiques. Mais malheureusement, on est toujours dans cette dynamique de la main tendue qui ne profite pas de l'Afrique, qui ne profite pas au Mali. Prenez simplement le budget du Mali. Vous remarquerez que l'aide budgétaire de l'étranger représente aujourd'hui plus de 48% du budget national. Ce qui fait que notre économie, notre budget est dépendante encore une fois de plus de l'aide extérieure. Donc aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir à ces programmes d'ajustement structurel et de faire un bilan de ce parcours que nous avons eu avec ces partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui, au regard de ce qu'ils ont pu accomplir dans notre économie, au regard de ce que nous avons pu bénéficier de ce partenariat, au regard également de ce que ce partenariat a permis de tenir en termes de ressources de l'Afrique, de voir, de réfléchir à d'autres stratégies pour accompagner l'Afrique, pour accompagner l'économie de l'Afrique. Donc oui, okay. Moi je constate que le docteur a bien répondu à la question. Les politiques d'ajustement structurel n'ont jamais porté leurs fruits. Il faut bien se rappeler, la dévaluation du franc CFA, c'était en 1994, d'accord? À l'époque, dans tous nos pays, on nous a imposé des choses. On nous a imposé, sur le plan économique, on nous a imposé une certaine manière de gérer. C'était ça l'ajustement structurel. La réalité est que tous nos pays, et il faut bien dire, le cas du Mali est un cas qui est vraiment un cas exemplaire. Le Mali avait une croissance. Mais la réalité est que économiquement, la croissance de nos pays n'a jamais profité à la majorité. C'est toujours une croissance qui a profité à une minorité. Donc, on peut faire toutes sortes de politiques, mais dès lors que la grande majorité de la population n'en profite pas, ça ne sert à rien. L'Office du Niger, le docteur vient d'en parler, l'Office du Niger, on a dit depuis combien d'années, combien de dizaines d'années que l'Office du Niger pouvait nourrir toute la sous-région, mais ça n'a jamais décollé. Jamais. Donc on a un vrai problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fait économiquement pour nous, en réalité ne profite pas toujours une petite minorité et toujours à des entreprises étrangères. C'est ça la réalité. Quand on dit au Mali, il y a tel taux de croissance, mais ce taux de croissance, est-ce que ça redescend en bas? Jamais. Dans les pays occidentaux, même quand ils ont 1% de croissance, ça profite, ça crée des emplois. Chez nous, on a des 7%, il y a des pays même qui ont eu des croissances à 2 chiffres, ça n'a jamais profité à la population.
est-ce que, docteur Sissoko, vous pensez que le chômage des jeunes au Mali est une fatalité? C'est une catastrophe, si vous permettez l'expression. Aujourd'hui, il y a environ, d'après les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a environ 100 000 jeunes qui sortent chaque année de nos grandes écoles et universités et qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Et cela, on ne compte pas les jeunes issus du secteur rural, du milieu rural, qui ne sont pas malheureusement scolarisés. Et quand vous regardez la fonction publique malienne, la fonction publique prend aujourd'hui en moyenne environ 1000 personnes par an sur les familles qui sortent de nos écoles. Donc le reste des chômeurs devrait être absorbé par le secteur privé. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce secteur privé-là, vous voyez que l'environnement économique dans lequel nous sommes n'est pas propice justement à l'émergence d'un secteur économique viable. Deuxième chose, les initiatives privées ont du mal à trouver des débouchés. L'accès au financement des jeunes diplômés reste encore problématique. Les filières de formation n'incitent pas les jeunes à se lancer vers l'entrepreneuriat qui peut être une voie de salut pour eux en matière d'emploi. Donc les politiques aujourd'hui de l'emploi sont totalement déconnectées des réalités économiques de notre pays. Parce que quand vous prenez l'APEN et l'ASE, qui sont aujourd'hui les deux structures en charge de la politique de l'emploi aujourd'hui, sont totalement dépassées par le phénomène de l'emploi aujourd'hui. C'est pourquoi nous, au niveau du centre de recherche d'analyse politique et économique, nous avons proposé dans les articles que nous avons publiés la création d'une banque publique d'investissement qui aura la charge de mobiliser les opérateurs économiques et financiers pour créer une banque qui aura la charge d'accompagner les jeunes en matière de création d'entreprises, en matière de formation dans la création d'entreprises, en matière d'accès au financement, mais surtout l'évaluation, le suivi des projets qui vont être financés et l'évaluation également des projets qui vont être financés. Donc c'est ce mécanisme que nous avons proposé qui aujourd'hui est à notre avis au CRAM la seule alternative qui peut nous permettre de sortir de ce phénomène. Sinon, la prochaine bombe à retardement qui quitte aujourd'hui le Mali et les pays africains de façon générale, c'est la crise du chômage. Si nous n'arrivons pas à trouver très vite une solution ou des solutions à ce phénomène-là, nous allons avoir un réservoir de jeunes réglés entre guillemets qui n'hésiteront pas à se retourner contre les autorités, qui n'hésiteront pas à se retourner contre leur pays, qui n'hésiteront pas à aller affronter vents et mers pour aller vers l'Occident, malheureusement, qui n'hésiteront pas à s'enrôler dans des groupes jeunes. Donc il est impératif aujourd'hui de trouver une solution à ce phénomène-là, qui aujourd'hui mine notre société. Et la création de la banque publique d'investissement peut être une alternative aujourd'hui à